Le métabolisme des lipides. Nous avons vu dans la vidéo précédente que les lipides sont digérés par les lipases qui sont donc des enzymes digestives qui dégradent donc les lipides et les fragmentent pour qu'ils puissent être absorbés au niveau intestinal et donc métabolisés par la suite. Alors, dans ce cours-là, le métabolisme des lipides, il va concerner uniquement les triglycérides qui sont donc les lipides apportés par l'alimentation. Ce sont donc les lipides essentiels de notre alimentation et donc de notre organisme. Ils sont aussi stockés au niveau des adipocytes, donc au niveau du tissu adipeux, et bien sûr, leur métabolisme, ça concerne d'abord le catabolisme, leur anabolisme et donc la régulation de ce métabolisme lipidique. Alors, dans cette vidéo-là, nous allons nous contenter donc des réactions cataboliques que vont subir les triglycérides. Alors, comme schéma général du métabolisme des lipides, donc à partir des triglycérides, qui sont donc les graisses qui peuvent être apportées par l'alimentation, ces triglycérides, donc, ils vont subir la lipolyse, c'est-à-dire qu'ils vont être dégradés en acides gras et en glycérol. Alors, les acides gras, ce sont des chaînes donc, hydrocarbonés, donc de lipides, et qui peuvent donc servir donc, pour les réactions anabolique, donc la synthèse de lipides complexes, la synthèse du cholestérol, la synthèse des hormones stéroïdes, etc. Alors, et quand l'organisme a besoin donc d'énergie, ils peuvent être catabolisés, c'est-à-dire qu'ils vont subir la bêta-oxydation pour donner les acétyl-CoA. Ces acétyl-CoA, ce sont les enzymes clés du métabolisme, de tous les métabolismes lipidiques, glucidiques et protéiques. Alors, ils peuvent servir, donc ils peuvent entrer dans le cycle de Krebs pour donner un maximum d'ATP. Ils peuvent, en cas de pénurie en acides gras, donc participer à la lipogénèse et donc la synthèse des acides gras. Ces acides gras, donc, quand ils sont en excès, ils peuvent subir une estérification et donc donner les triglycérides ou bien les graisses qui peuvent être stockées dans le tissu adipeux. Donc, comme explication de ce schéma général du métabolisme des lipides, donc la lipolyse, c'est la réaction de dégradation des lipides, essentiellement des triglycérides, comme je viens de le dire. Les triglycérides, ils proviennent soit de l'alimentation, soit des graisses stockées dans les adipocytes du tissu adipeux. Ils vont être hydrolysés en glycérol et en acide gras afin de fournir de l'énergie à l'organisme. Alors, les acides gras, lorsqu'ils sont en excès, par exemple, après le repas, ils vont être dégradés, ils subissent une bêta-oxydation, c'est-à-dire une réaction chimique qui permet de les transformer en acétyl-CoA. L'acétyl-CoA, bien entendu, est essentiel dans le métabolisme des lipides car il est commun au métabolisme de tous les lipides, c'est-à-dire qu'à partir de l'acétyl-CoA, on peut former le cholestérol, on peut former les hormones stéroïdes, on peut former les triglycérides, etc., les corps cétoniques aussi. C'est une voie de passage vers le métabolisme des glucides parce qu'il y a une interrelation entre les différents métabolismes de notre alimentation, notamment entre le métabolisme des glucides, des lipides et des protéines.
Et donc, à l'inverse, en période de pénurie, les acides gras, grâce à l'acétyl-CoA, ils vont subir une série de transformations qui va permettre la fabrication des acides gras. Et concernant le glycérol, il va rejoindre la voie de la glycolyse et aboutir à la formation des acétyl-CoA. Donc toujours, on revient donc à la formation de l'acétyl-CoA qui est la molécule pivot, si vous voulez, du métabolisme. L'acétyl-CoA, donc c'est une molécule fondamentale, elle sert de carburant central pour fabriquer de l'énergie grâce au cycle de Krebs. Donc on a vu ça dans le métabolisme des glucides. C'est une voie de passage vers le métabolisme des glucides en empruntant la voie de la glycolyse. Ça aussi, on l'a vu dans le métabolisme glycémique. Et donc, à partir de l'acétyl-CoA, l'organisme peut reconstruire aussi bien les acides gras, le cholestérol, les triglycérides. Donc, l'acétyl-CoA peut participer dans les réactions de biosynthèse ou bien de l'anabolisme. Un exemple de la lipolyse, dans quel cas la lipolyse est activée, par exemple en cas d'une course longue, un marathon, le cyclisme, c'est-à-dire une activité qui demande entre 2 et 6 heures. Alors, dans cette activité-là, les acides gras sont donc utilisés car l'énergie stockée sous forme de glycogène n'est pas suffisante pour les activités d'endurance ou bien de plusieurs heures. Alors, au début de l'activité, c'est la glycolyse aérobie qui est activée, c'est-à-dire pendant la première demi-heure de l'activité, donc les stocks de glucogène sont épuisés et donc la lipolyse est activée. La lipolyse, bien entendu, des triglycérides, donc l'oxydation des acides gras. Alors, au niveau de l'organisme, en fonction de la progression de l'activité, l'organisme maintient un taux de glucose faible dans le sang. C'est-à-dire qu'il se trouve en hypoglycémie car les stocks de glucogène sont épuisés. Alors, au niveau de l'organisme, le rapport glucagon-insuline est élevé parce que l'organisme est en hypoglycémie et donc le glucagon est activé et le rapport glucagon-insuline il est élevé. Donc, ce qui permet l'activation de la lipolyse. Alors, l'acétyl-CoA, produite par oxydation des acides gras, va ralentir la pyruvate déshydrogénase. La pyruvate déshydrogénase, c'est l'enzyme qui permet la transformation du pyruvate en acétyl-CoA. D'accord? Donc, elle va être ralentie et donc la glycolyse, par conséquent, sera ralentie. Et le glucose est économisé et utilisé pour plusieurs heures et donc les acides gras deviennent la principale source d'énergie. Donc l'énergie qui va servir pour cette activité de longue durée sera donc limitée uniquement à la dégradation des triglycérides, c'est-à-dire et plus particulièrement des acides gras. Alors, on va commencer pour le catabolisme des triglycérides. Bon, je rappelle que les triglycérides subissent d'abord une digestion chimique, donc assurée par les lipases, notamment la triglycéride lipase, et donc la lipase intracellulaire
qui va donc permettre donc la dégradation donc ou bien finir la dégradation des acides gras pour donner donc le glycérol et 3 acides gras. Donc j'explique. La triglycéride lipase, elle permet de libérer un de monoacide glycérol et 2 acides gras. Et puis la lipase intracellulaire indépendante des hormones, elle va libérer donc le glycérol et les 3 autres acides gras. Alors pour les acides gras, pour qu'ils soient dégradés, soit ils vont subir la bêta-oxydation, soit la cétogénèse. Ce sont les 2 voies du catabolisme des acides gras. Alors la bêta-oxydation, elle se fait donc dans la mitochondrie pour la production des acétyl-CoA. Et bien sûr, les acétyl-CoA, en présence d'oxygène, ils vont intégrer le cycle de Krebs pour produire de l'énergie. Alors pour la cétogénèse, elle est activée quand en période de jeûne, d'accord? Et puis chez les diabétiques qui ont une mauvaise utilisation de glucose parce qu'ils n'ont pas l'insuline qui permet donc de véhiculer le glucose pour qu'il soit dégradé au niveau cellulaire et qu'il soit donc catabolisé pour donner de l'énergie. À ce moment-là, donc la cétogénèse, elle est très souvent activée chez les diabétiques. Alors, la bêta-oxydation, son but, c'est l'accumulation des acétyl-CoA, surtout donc au niveau des cellules hépatiques. Et donc, bien sûr, pour la cétogénèse, l'accumulation des acétyl-CoA, ces acétyl-CoA, ils vont être transformés en corps cétonique. Et on va voir quand on aura étudié la cétogénèse, donc les différentes voies et les réactions qui permettent donc la transformation de l'acétyl-CoA en corps cétonique. Alors pour le glycérol, le glycérol, qui est ici bien sûr de l'hydrolyse des triglycérides ou des phospholipides, il peut être réutilisé. Alors comment il va être utilisé comme précurseur de la synthèse des lipides ou de glucose lors de la glucogénèse ou bien suivre de la voie de la glycolyse. Donc ce sont les 3 cas de métabolisation, ou bien de catabolisation du glycérol. Alors pour les acides gras, pour qu'il y ait production donc d'ATP, c'est-à-dire leur catabolisation, le processus a lieu dans la matrice des mitochondries. Donc la première étape du catabolisme des acides gras est une série de réactions appelées bêta-oxydation qui aboutit à la formation de l'acétyl-CoA. La deuxième étape est que l'acétyl-CoA formé à partir de la bêta-oxydation doit intégrer le cycle de Krebs. Le cycle de Krebs, donc bien sûr, par exemple, si on prend un acide gras à 16 atomes de carbone, comme l'acide palmitique, il va donc donner 129 ATP après son oxydation complète. Son oxydation complète, c'est-à-dire sa bêta-oxydation, le cycle de Krebs, puis la chaîne de transport d'électrons. Il va donner 129 ATP. Donc, vous remarquez un peu l'ordre de grandeur donc, des ATP donc, qui sont issus du métabolisme lipidique par rapport à celles donc, du métabolisme glycidique que nous avons vu qui ont été de l'ordre de 38 ATP. Alors, donc on va voir un peu les détails de tout ceci. D'abord, on va donc voir un peu
à quel niveau elle se fait donc le catabolisme des acides gras et la bêta-oxydation. Donc, comme vous le voyez, ça c'est la mitochondrie. Vous avez les acides gras qui doivent intégrer la matrice mitochondriale pour être dégradés et transformés en acétyl-CoA. Ces acétyl-CoA, ils vont subir le cycle de Krebs et ils vont donc générer des coenzymes réduites qui vont intégrer la chaîne de transport d'électrons pour donner de l'ATP. Exactement comme nous avons vu pour le métabolisme du glucose, donc qui donnait le pyruvate qui se transforme donc en acétyl-CoA et l'acétyl-CoA qui intègre le cycle de Krebs. Sauf que le bilan énergétique ou bien le bilan en ATP des glucides, il est très inférieur à celui donc généré par les lipides. D'accord? Donc 38 ATP pour le catabolisme du glucose et 129 ATP pour l'acide palmitique, donc un acide gras à 16 atomes de carbone. Alors, pour la bêta-oxydation proprement dite, elle se déroule dans le foie, le cœur, le rein et le muscle. Elle est intramitochondriale et les étapes sont d'abord la transformation des acides gras en acétyl-CoA. Cet acétyl-CoA qui alimente ensuite le cycle tricarboxylique. Alors, les étapes, d'abord une étape préliminaire qui est donc l'activation des acides gras par la coenzyme. Alors, par définition, pour être oxydés, les acides gras à longue chaîne, nombre de carbone supérieur à 10, doivent d'abord être activés. Donc comment ils vont être activés? Dans la mitochondrie, l'acide, c'est-à-dire l'acide gras, est transféré sous le coenzyme, bien sûr le coenzyme, dans l'espace intermembranaire de la mitochondrie. Puis, il va être transporté à l'intérieur de la mitochondrie, c'est-à-dire dans la matrice par la navette acylcarnitine, à travers, bien sûr, la membrane mitochondriale interne. Pour les acides gras à courte chaîne, ils peuvent être transportés directement dans la matrice mitochondriale puis être activés. C'est-à-dire qu'ils ne nécessitent pas la navette, donc acylcarnitine. Alors le schéma, comme donc vous le voyez, vous avez donc la membrane externe de la mitochondrie, l'espace intermembranaire de la mitochondrie, la membrane interne de la mitochondrie. Et donc, dans l'espace intermembranaire, donc l'acide gras doit être activé. Donc, il doit être lié au coenzyme A. Ceci donc nécessite de l'énergie sous forme d'ATP. Alors, on aura donc l'acyle-CoA, c'est-à-dire l'acide gras activé. Cet acide gras activé, c'est-à-dire que le CoA il se greffe sur l'acide gras, il va donc il doit se greffer sur la carnitine parce que la carnitine, c'est celle qui va donc le transférer à l'intérieur de la matrice mitochondriale. Alors, l'acyle-CoA, il va se greffer sur la carnitine, donc il va devenir l'acylcarnitine et il va lâcher le coenzyme dans l'espace intermembranaire. Alors, le produit acylcarnitine, il va donc, bien sûr, cette réaction-là, elle est assurée par l'acylcarnitine transférase 1 qui est localisée au niveau de la face mitochondriale ou bien la face externe de la membrane interne. Et grâce à une translocase, donc l'acylcarnitine va intégrer la matrice mitochondriale, d'accord?
il va se joindre à une coenzyme et donc il va se lier au coenzyme pour donner l'acylcoenzyme A et la carnitine, elle va rejoindre l'espace intermembranaire, d'accord, grâce donc à une translocase et donc l'acyle-CoA, il va subir la bêta-oxydation donc à l'intérieur de la membrane de la matrice mitochondriale. Alors, les réactions de l'activation des acides gras par le coenzyme A, vous avez l'acide gras, d'accord, en présence du coenzyme A et de l'énergie, il va donner l'acyle-CoA, d'accord, et donc de l'AMP plus du phosphore inorganique. Alors l'AMP est rephosphorylé ensuite en ADP puis en ATP par l'adénylate kinase. Après, donc la deuxième étape, c'est le passage des acyl-CoA dans la mitochondrie. Bien sûr, le passage, d'abord le transfert sur la carnitine, acyl-CoA plus carnitine, l'acylcarnitine plus le CoA. Après le transfert par la translocase, c'est-à-dire que l'acylcarnitine, il va intégrer la matrice mitochondriale et ça sous l'action d'une acylcarnitine translocase. Il faut regarder la figure. Après le transfert du radical acyl sur le coenzyme matricial. Donc, le radical acyl va être retransféré sur le coenzyme pour donner l'acyl-CoA. Cette dernière réaction, elle est catalysée par l'acylcarnitine transférase 2, située sur la face matriciale de la membrane interne. Et bien sûr, l'acyle-CoA reconstitué devient le substrat des réactions qui vont se dérouler dans la matrice mitochondriale, c'est-à-dire les réactions donc de la bêta-oxydation pour la synthèse des acétyl-CoA. Les réactions de la bêta-oxydation, ils sont au nombre de 4. Donc, en résumé, nous avons un acyle-CoA, d'accord, un acyle-CoA, qui va être dégradé par une séquence de 4 réactions. D'abord, une oxydation par le FAD, d'accord, pour donner la trans-énol-CoA. Après, donc, une hydratation, c'est-à-dire l'ajout d'une molécule d'eau pour former le 1,3-hydroxyacyl-CoA. Après, donc, il va y avoir une deuxième oxydation par le NAD pour donner le 3-cétoacyl-CoA. Après, donc, une thiolyse, c'est-à-dire l'ajout d'un coenzyme A et donc la formation d'un premier acétyl-CoA et d'un acyl-CoA amputé de 2 carbones, parce que les 2 carbones ont servi pour former l'acétyl-CoA. Donc nous avons en résultat de cette bêta-oxydation la formation d'un acyle-CoA plus court de 2 carbones et la formation de FADH2, NADH et acétyl-CoA. Alors, bien sûr, ce cycle, il se répète donc en fonction du nombre total donc, des carbones qui forment l'acyle-CoA, d'accord? Et chaque fois, nous avons, pour chaque cycle, donc, nous avons production d'un acétyl-CoA et bien sûr, ces acétyl-CoA vont servir ou bien vont intégrer le cycle de Krebs et les FADH2 et les NADH2 seront oxydés dans la chaîne de transport d'électrons pour permettre la production de l'ATP.
Alors, le bilan de la bêta-oxydation, à la fin de chaque tour, il y a libération d'un acétyl-CoA, d'un FADH2 et de un NADH H+ à l'intérieur de la matrice. Si nous partons d'un acide gras à 2 N-carbone, d'accord, il faut N-1 tour pour obtenir la bêta-oxydation complète de l'acide gras avec la libération de N-acétyl-CoA. Et dans le cas d'un acide gras à 2 N plus 1 carbone, la bêta-oxydation de l'acide conduit à la libération de N-1 acétyl-CoA et d'un propionyl-CoA. On va voir ça en détail. Alors, la période où nous avons la bêta-oxydation, c'est entre les repas, au cours du jeûne, chez les diabétiques, parce que chez les diabétiques, c'est surtout la lipolyse donc, qui fonctionne pour former les corps cétoniques qui sont donc le cheval de bataille qui donne l'énergie chez les diabétiques. Alors, comme exemple de catabolisme d'un acide gras à longue chaîne, nous avons l'acide palmitique. Alors, quel est le bilan énergétique de la bêta-oxydation de l'acide palmitique, qui est donc un acide gras à 16 atomes de carbone? Alors, le nombre de tours de bêta-oxydation, l'acide palmitique, il a 16 carbones, donc le nombre de tours, c'est N-1, donc 5 tours de bêta-oxydation. Le nombre d'acétyl-CoA formé, donc 6 pour les 6 tours et 2 pour le dernier, donc 8 acétyl-CoA. Le nombre total d'ATP, c'est 8 fois 12 cycles de Krebs. Pour 7 tours de bêta-oxydation, nous avons 7 NADH. Pour chaque NADH, nous avons 3 ATP et 7 FADH2. Pour chaque FADH2, nous avons 2 ATP. Et donc, au total, on aura 131 ATP avec donc 2 ATP qui ont servi pour la phase d'activation et le bilan est de 129 ATP. Pour donc le glycérol, le catabolisme du glycérol, bien sûr le glycérol, je rappelle qu'il est issu de l'hydrolyse de triglycérides, des phospholipides, et donc son catabolisme c'est un précurseur, il va servir comme précurseur de la synthèse des lipides, il va être en équilibre avec le 3-phosphoglycéraldéhyde et il va se transformer soit en glucose dans la néoglycogénèse, soit suivre la voie de la glycolyse pour donner donc des acétyl-CoA. Alors, comme exemple de la conversion du glycérol en glucose, donc nous avons le glycérol. Sous l'action de la glycérol kinase, on va formation de glycérol 3-phosphate. Glycérol 3-phosphate, sous l'action de la glycérol phosphate déshydrogénase, il va donner le dihydroxyacétone phosphate, DHAP. Et donc le DHAP, il va subir l'action d'une isomérase, il va donner le glycéraldéhyde phosphate qui est en équilibre donc avec le glucose. Donc par conséquent, la synthèse de glucose à partir du glycérol. Alors pour le propionyl-CoA, donc en cas des acides gras en nombre impair de carbone, les acides gras un nombre impair de carbone sont rares et ne se trouvent que dans quelques organismes marins et dans les végétaux. Donc, on obtient à l'issue de la bêta-oxydation un résidu final qui est le propionyl-CoA. Alors, ce propionyl-CoA peut subir une séquence de réactions qui le transforme en succinyl-CoA. Et donc, ce succinyl-CoA, il peut donner des acétyl-CoA par la suite. Alors, on va voir un peu le devenir des acétyl-CoA. Donc, les acétyl-CoA peuvent être oxydés dans le cycle de Krebs.
Ils peuvent être des précurseurs de la biosynthèse des lipides et des phospholipides, c'est-à-dire ils vont servir comme un intermédiaire dans les réactions d'anabolisme et notamment de la lipogénèse. Donc, ce sont les précurseurs des acides gras, du cholestérol, des corps cétoniques via la cétogénèse, etc. Alors, comment? C'est la condensation d'acétyl-CoA pour donner l'acétoacétyl-CoA et donc qui va se recondenser avec de l'acétyl-CoA pour donner l'hydroxyméthylglutaryl-CoA qui est la HMG-CoA, la fameuse molécule qui donne le cholestérol et les autres acides gras et même donc les corps cétoniques. Alors, pour la cétogénèse, elle se déroule exclusivement dans les mitochondries du foie et donc va être transformée en corps cétoniques qui sont l'acétoacétate, l'acétone et le 3-hydroxybutérate. Alors, schématiquement, l'acétyl-CoA, comme vous le voyez, elle provient de la dégradation du glucose et du pyruvate, des acides aminés, des corps cétoniques, des acides gras, et par conséquent, elle peut soit être dégradée dans le cycle de Krebs et donner de l'ATP, soit synthétise le cholestérol qui peut lui aussi synthétise les hormones stéroïdiennes et les sels biliaires. Donc, soit elle peut participer à la synthèse des eicosanoïdes, les phospholipides, les triglycérides et même les acides gras. Donc, comme vous le voyez, encore une fois, c'est une molécule centrale et fondamentale de pratiquement tous les métabolismes. Alors, pour la cétogénèse, c'est la formation des corps cétoniques. Les corps cétoniques sont 3 produits chimiques issus du catabolisme incomplet des acides gras dans les mitochondries des cellules hépatiques. Lorsque l'organisme ne peut puiser dans ses réserves de glucose comme source d'énergie. Par exemple, le cas des diabétiques qui ont donc un glucose non fonctionnel grâce à l'absence de l'insuline. Alors, dans quel cas on a la cétogénèse? Alors, la cétogénèse ou bien l'apparition des corps cétoniques s'observe de manière physiologique lors du jeûne prolongé, c'est-à-dire une période de jeûne de 18 heures, de 20 heures. Alors, à ce moment-là, il y aura une dégradation importante des acides gras par manque de substrat énergétique et donc la cétogénèse hépatique va augmenter. Et d'une manière pathologique, en cas de diabète de type 1, maladie dans laquelle les cellules deviennent incapables d'utiliser le glucose par manque d'insuline, surtout chez les cellules insulinodépendantes. Donc, ce qui se passe, c'est que le malade a une acidose diabétique ou cétose, c'est-à-dire une accumulation de corps cétoniques, ce qui aboutit donc à un coma diabétique, donc une acidose par diminution du pH sanguin grâce à la présence donc des acides. Alors, ces corps cétoniques, comme on vient de le dire, leur présence est normale et habituelle après chaque nuit, c'est-à-dire parce que pendant la nuit, on ne mange pas, on jeûne, donc c'est un jeûne d'au moins 12 heures. Donc le matin, odeur d'acétone, et donc alors la bêta-oxydation trop rapide d'une trop grande quantité d'acide gras produit une grande quantité d'acétyl-CoA. Bien sûr, l'acétyl-CoA est prioritairement utilisé par le cycle de Krebs.
Mais lorsque ce dernier sature, l'excédent subit la cétogénèse. Alors, les étapes de la cétogénèse. D'abord, la cétogénèse, elle se passe exclusivement dans la cellule hépatique. Il y a d'abord formation de l'acide acétoacétique à partir de la condensation de deux molécules d'acétyl-CoA. Donc, deux molécules d'acétyl-CoA. On a donc puis il y a libération dans la cellule de la portion volumineuse de l'acétyl-CoA et formation de l'acide hydroxyacétique, de l'acide hydroxybutyrique et de l'acétone. Alors, l'utilité des corps cétoniques, le muscle cardiaque et le cortex rénal utilisent de préférence l'acide acétoacétique plutôt que le glucose afin de générer de l'ATP. Alors, en cas d'épuisement de glucose, les cellules cérébrales peuvent utiliser l'acide acétoacétique pour produire de l'ATP. Alors, on va expliquer ça dans une autre diapositive. Les cellules hépatiques productrices de cet acide ne peuvent pas l'utiliser pour produire de l'ATP car elles manquent d'enzymes qui convertissent l'acide acétoacétique en coenzyme. Donc, lorsque les corps cétoniques sont en excès, ils sont excrétés de la cellule vers le sang dans lequel ils s'accumulent. Alors, les corps cétoniques sanguins sont captés par les cellules dans lesquelles le cycle de Krebs fonctionne à plein régime, comme les cellules du cœur. Ces corps subissent alors la respiration cellulaire. Et en cas d'excès important dans le sang, les corps cétoniques deviennent toxiques. Ils sont extraits dans les urines ou dans l'air au niveau des poumons, où ils provoquent donc une mauvaise haleine due à l'accumulation de l'acétone dans l'air expiré. C'est une odeur qui est proche de celle de la pomme. Donc, c'est une odeur qui donc évoque de l'acidité. Donc, c'est l'acidité de la pomme, par exemple. Alors, comment se fait la conversion de l'acétylacétate en acétyl-CoA dans les autres tissus? Alors, bien sûr, les tissus qui vont utiliser donc les corps cétoniques. Alors, l'acétylacétate est véhiculé par le sang jusqu'au muscle, surtout le muscle cardiaque, le cœur, le cerveau et les reins, donc l'acétylacétate va être converti en deux molécules d'acétyl-CoA. Alors, la première étape de cette réaction, c'est l'acétylacétate est d'abord activé sur une coenzyme A par échange avec une succinyl-CoA par la 3-oxalate-CoA transférase, enzyme absente du foie, pour former de l'acétoacétyl-CoA. L'acétoacétyl-CoA est clivé par l'acétyl-CoA acétyltransférase en deux molécules d'acétyl-CoA. Et donc, l'acétyl-CoA va être utilisé par le cerveau, par le cœur, par les reins, pour donc intégrer la mitochondrie et subir le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire pour donner à ces tissus les ATP nécessaires à leur fonctionnement.